Chers amis, bonjour. Je viens vers vous ce matin pour vous parler d'un petit carnet qu'on m'a donné hier. Je fais partie maintenant de ce qu'on appelle The Artist Academy. Enfin, je fais partie. Je suis allée assister à la journée qu'ils offraient hier après-midi, hier toute la journée, pardon, à Paris. C'était à l'école de commerce. Je redresse un peu mon téléphone. À l'école de commerce à Porte-Champéret. Enfin bref, dans la région parisienne. Et j'ai roulé en voiture dans Paris. Moi, tel que vous voyez. Et j'ai survécu. Hein. Bon, bref. The Artist Academy, oui. C'est la première académie d'écriture francophone, figurez-vous, au monde. Donc, il y avait Eric Emmanuel Smith, c'est terrible, la mémoire des noms, ouais, c'est vraiment... bon, bref, il y avait plein de gens bien. Pascal Bruckner, Philippe Aya et Elsa Lafont. Il y avait d'autres personnes. Hein. Il y avait différents ateliers. Enfin bref, il y avait beaucoup de monde. Hein. On était 200 environ. Alors, comment j'ai vécu ça? Ben, j'ai trouvé ça tout à fait. J'ai trouvé ça pertinent. Alors, il faut savoir que moi, dans mon livre qui s'appelle Peintre du dimanche, qui est édité aux éditions Nombre 7, je traite du pouvoir thérapeutique de ce qui est artistique. Je suis une ancienne patiente en psychiatrie. Je raconte notamment dans cet ouvrage la relation particulière que j'ai avec un certain Thomas Fersen. Alors, je précise, ce que j'ai mis sur ce sujet dans ce livre-là, ça concerne vraiment, comment dire, comment je me suis soignée d'une certaine façon, d'une part en lui écrivant, deuxièmement par le ressenti que j'ai eu par certaines chansons. Alors, savoir si je les ai inspirées ou pas, justement, tout ça, c'est abordé là-dedans. Alors, si vous voulez plus de détails, mais là, c'est vraiment décortiqué, j'ai vraiment gratté au maximum pour bon, qu'on passe à autre chose, quoi. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui font des allusions quand ils me voient dans des salons du livre ou sur le marché, etc. Donc, je leur dis, bah, écoutez, vous achetez le livre, et puis comme ça, vous en saurez davantage. Alors, pourquoi je vous en parle suite à justement la journée d'hier? Ben, parce que justement, il y a eu plein de sujets, il y a plein de... En dehors de la relation que j'ai avec Thomas Fersen, hein, je veux dire, je parle là-dedans, par exemple, du livre de Neige Sino, je parle de la relation qui existe entre la souffrance et la démarche artistique. Donc évidemment, c'est extrêmement large. Et donc, je gratte bien. J'ai fait un super boulot là-dessus. Alors, hier, donc, il se trouve évidemment, Rodia était partenaire de la journée d'hier. Donc, il y a plein de choses interpellantes. Alors, je le fais à bâton rompu. Pour une fois, moi qui écris mes chroniques, pour une fois, je le fais à bâton rompu. Alors, c'était à Levallois-Perret, très exactement. Hier, c'était la journée mondiale du livre. Alors, on observe alors, il a été dit, j'ai pas le nom de tous les intervenants, je suis désolée. On parle de surproduction. Il sort 250, où est-ce que j'ai vu ça? Il y a 250 surproduction, et pourtant, on n'a jamais produit tant de contenu. C'est-à-dire que les gens persistent toujours à écrire, malgré tout, même s'il y a surproduction. Donc évidemment, c'est plus difficile de tirer son épingle du jeu. Il ne faut pas choisir un sujet, mais le laisser nous choisir, nous, en tant qu'auteurs. Oui, moi j'appelle ça suivre. Moi, ce que je fais, c'est que je... Alors, déjà, une chose que j'ai de la part d'Eric Emmanuel Smith, j'ai trouvé ça très subtil. Dans l'ensemble de la journée, il n'a pas été fait de différence entre les différents types de littérature. Donc, je précise ça parce que il se trouve que moi, je n'écris que des essais. Et en fait, c'est une singularité. Je remarque que sur un salon du livre, par exemple, je ne sais même pas si on est 1 sur 10 à n'écrire que des essais. Alors, c'est un style littéraire à part entière et qui est vraiment... moi, alors, on me demande, par exemple, d'écrire, on me propose d'écrire des nouvelles, d'écrire des romans, des choses comme ça. Mais non,
non, non, je ne ferai pas parce que je ne m'en sens pas capable. Donc à partir du moment où je ne m'en sens pas capable, moi je suis mon instinct et mon instinct me dit de faire ce que j'ai envie. En fait, si on ne fait pas ce qu'on a envie à 65 ans, c'est quand même un petit peu dommage, hein. Voilà. Donc j'ai apprécié, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de catégorisation de fait entre les différents styles littéraires. Alors je suis extrêmement contente de ma journée, je leur ai dit d'ailleurs avant de partir. Et j'ai pas assisté à tout, j'ai dû partir en début d'après-midi, hein, mais j'étais très très contente de ce que j'ai vu quand même et de ce à quoi j'ai assisté. Petite parenthèse, j'ai fait la dictée la veille et j'ai corrigé mes fautes en rentrant. Mais il y a des choses qui croisent aussi des sujets que j'ai traités dans mon livre Toxicité des livres sacrés. J'ai trouvé ça intéressant. C'était Eric Emmanuel Smith qui l'a dit. Écrire à Dieu alors qu'on n'y croit pas. Il faisait référence à un livre en particulier, c'était un enfant qui écrivait à Dieu. Un enfant qui était conscient qu'il allait mourir et donc il écrivait à Dieu, alors qu'on n'y croit pas. Mais en lui écrivant, alors l'enfant se met à y croire et accepte l'idée de sa propre mort. Alors, j'en parle justement dans Toxicité des livres sacrés, j'aborde ce sujet-là. Moi, je pars du principe que si l'on écrit à Dieu, c'est que quelque part on y croit. Enfin, c'est mon sentiment. Ce qui n'a pas été dit, alors le prisme psychologie n'a jamais été évoqué hier de toute la journée. Et j'irai pas jusqu'à dire que ça manquait, mais c'est pourtant là que se trouve le problème bien souvent. Dans le processus de création, quoi qu'on fasse dans la vie, moi, s'il y a un truc que j'ai appris depuis des décennies, c'est bien le fait que notre inconscient nous gouverne beaucoup plus qu'on ne le soupçonne. Et notamment quand on écrit à Dieu alors qu'on prétend ne pas y croire, quelque part c'est un peu malhonnête, quoi. Je veux dire, soit on y croit et on l'assume, soit on n'y croit pas, on a le droit, hein. On a le droit de ne pas y croire. Moi, je n'ai rien contre les gens qui ne croient pas en Dieu. Mais je remarque que les gens qui ne croient pas en Dieu croient en une force. Souvent, ils croient en beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas, qui sont plus fortes, qu'ils pensent être plus fortes qu'eux. Et ils l'appellent pas Dieu, d'accord? Ils l'appellent autrement, ils peuvent l'appeler comme bon leur semble, peu importe, hein, c'est pas un problème. Mais ils croient en quelque chose de plus fort. Alors, je dis ça notamment, évidemment, à destination de tous les gens qui touchent à l'artistique. Et alors là, franchement, un artiste qui prétend ne pas être croyant du tout, il ne faut pas confondre avec le fait de ne pas être adepte à un culte, hein. Parce qu'il est là le problème, la vraie nuance, elle est là en fait. On peut croire en quelque chose de supérieur à nous et dire, moi, le culte qu'on m'a imposé, j'en veux pas. Moi, j'entretiens une relation, je suis catholique, mais j'entretiens une relation quand même relativement distante avec mon culte. Ce qui ne me pose aucun problème, hein, mais alors aucun problème du tout. Alors, il y a d'autres trucs qui ont été dits sur le sujet, mais c'est vrai que j'ai été interpellée par l'idée selon laquelle on pense ne pas y croire, et puis le fait de lui écrire, on se pose la question quand même. Donc ça c'est interpellant quand même. Alors il faut alors tout ce qui est dit ensuite, c'est déjà là-dedans. Enfin, la chanson, les gens qui doutent et tout. Si j'adule cette chanson depuis des décennies, c'est pas pour rien, hein, effectivement. Il faut se préoccuper du grain de sable, et c'est par ce grain de sable qui donne que l'on atteint une façon d'appréhender une vie éternelle, universelle, on va dire. C'est en allant au plus profond de soi qu'on va vers les autres et pas en s'interdisant de parler de soi. Alors ça, je suis d'accord, mais moi, je suis quelqu'un de très pudique et je me sens absolument pas capable de parler de moi. Enfin, en vérité, encore une fois, on en revient à l'inconscient. Dès l'instant qu'on écrit, le simple fait, par exemple, qu'on soit comment dire, perméable à une cause ou perméable à un sujet particulier, par définition, déjà, on parle de soi, puisque si on y est sensible, donc on parle de soi. C'est-à-dire que même si on prétend ne pas parler de soi, on parle quand même de soi. Voilà.
Alors, il faut juste avoir l'honnêteté de le reconnaître. Voilà. C'est en allant au plus profond de soi qu'on va vers les autres et pas en s'interdisant de parler de soi. Il faut murmurer. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Même se taire. Le silence est quelque chose de tout à fait, comment dire, peut être quelque chose de tout à fait salutaire. Si ça dure de trop, évidemment, ça peut aussi être un symptôme, quelquefois. Mais généralement, quand on voit à quel point beaucoup de gens ont vraiment une grande gueule, notamment sur les réseaux sociaux, de temps en temps, faire l'apologie du silence et du murmure, franchement, ça repose tout le monde. Hein. Franchement, voilà. Et soi-même d'abord. Il faut murmurer. C'est par le murmure qu'on communique le plus efficacement. Alors, tout à fait d'accord. Ce qui nous singularise, ce sont nos questions. Ah oui, alors là, j'étais super contente parce que justement, mon dernier livre, à part ça, vous pouvez l'acheter sur ma page de mon éditeur, Françoise Niel-Aubin, aux éditions Nombre 7. Et mon dernier livre sur l'autorité est à présent disponible. Voilà, ça c'est une chose. Et justement, c'est dans le livre, je crois que c'est la 4e de couverture de Sacré Géranium sur l'agriculture, j'explique que justement, je suis désolée de poser autant de questions et d'avoir si peu de réponses. Mais c'est important déjà d'avoir le courage d'exposer les problèmes et de les rendre surtout préhensibles, on va dire. Voilà, je parle bien aujourd'hui. Voilà. Alors oui, un truc que j'ai trouvé très interpellant de la part d'Eric Emmanuel Smith, j'ai trouvé ça. J'ai lu aucun de ses livres. Je précise pour l'instant. Ça viendra peut-être. Hein, mais en tant que dyslexique, j'ai des excuses aussi, hein, quand même. Hein. Et puis le problème, c'est que quand on consacre énormément d'énergie à écrire, les phases où on écrit, ce sont des phases où on lit pas, où on lit moins en tout cas. Mais bon, ça n'engage que moi. Les dogmes, lisez. Alors ça, je vais en faire un calligramme parce que c'est vachement important. Les dogmes ne voyagent pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dogme? Alors, je l'explique dans mon livre Toxicité des livres sacrés, il me semble. Le dogme, c'est ce qui fait le squelette, on va dire, d'une religion. Voilà. Donc, ce sont des principes qui ont la particularité d'être dans l'histoire de l'humanité un peu comme du béton armé dont on aimerait bien se débarrasser, pour être tout à fait franche. Parce que moi, je revendique une approche philosophique du fait religieux. Et chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Hein. On est en France, on est en démocratie, on est libre de penser ce qu'on veut. Et si on a envie de dire du mal de telle religion ou d'une autre, on doit avoir le droit de le faire. Et on a le droit de le faire. Voilà. Et de s'en moquer et de caricaturer. Les dogmes ne voyagent pas. Le doute, si. Alors ça, je vais en faire un calligramme. Parce que franchement, j'aurais pas dit mieux. Aujourd'hui, on a la saturation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. 250 titres par jour sortent. 250 titres de livres sortent par jour, ce qui est énorme. Il faut rester dans la sincérité. C'est un travail d'artisan. Parallèle entre l'industrie de la mode et la chaîne du livre. Ce qu'ils craignent, en fait, c'était Elsa Lafont qui disait ça, je crois, c'est qu'il risquait de se produire une espèce de littérature à deux vitesses, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura du travail de qualité qui sera assumé avec toutes les vertus intellectuelles que ça induit, et puis la fast fashion, quoi. Alors évidemment, c'est pas facile de tirer son épingle du jeu. Le livre, alors ça, c'est pareil, ça c'est hyper important. Écoutez ça un peu. Le livre est la seule forme d'expression qui stimule l'imagination. La seule forme qui nous contraint à sortir de notre subjectivité. Alors, rien que pour ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai gagné ma journée. Franchement, bah oui, parce que... Alors moi, j'avais remarqué, mais c'était pas vrai à 100%. Mais d'une certaine façon, moi, je considère que la littérature, enfin la forme, pas la littérature, mais la forme écrite est quand même la mère de 90% de tout ce qui est artistique. C'est pas vrai à 100%, mais c'est vrai à 90%. Vous prenez n'importe quel projet artistique, qu'il s'agisse de théâtre,
qu'il s'agisse de littérature avec toutes les formes de littérature, qu'il s'agisse de danse, qu'il s'agisse de n'importe quoi, même sur une scène, etc. Il y a toujours, dans l'élaboration du projet, il y a toujours de l'écrit, de l'écrit, de l'écrit, de l'écrit. Un sujet, un verbe, un complément, etc. Et tout ce qui va avec et qui fait la langue française. Alors, une de mes filles m'a dit non, c'est pas tout à fait vrai ton truc, tu devrais revoir, je suis désolée, mais à 90%, il y a de l'écrit derrière. Comment voulez-vous défendre un projet artistique, quelle que soit sa nature, si vous ne parvenez pas à l'écrire noir sur blanc, que ce soit la forme d'un scénario, que ce soit la forme d'une nouvelle, que ce soit... Voilà. Combien de films ont été le fruit d'un bouquin avant? Voilà. Un scénario, c'est de l'écrit. Un sketch, c'est de l'écrit. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. De la danse, je suis désolée, une chorégraphie, il faut expliquer ce qu'on fait. Hein, je suis désolée. Hein. Si vous voulez trouver un producteur pour un projet, n'importe quel projet artistique, si vous n'êtes pas capable de défendre votre truc avec un truc concret, écrit, noir sur blanc, ça sera comme ça, je vous le dis. Croyez-en mon expérience. Alors moi, évidemment, du coup, je fais surtout de l'écrit. Non, je suis désolée. Quand je rédige une chronique, en fait, j'explique ça tout le temps en ce moment. Quand je rédige une chronique et que j'arrive à sortir une punchline, je récupère la punchline et j'en fais un tableau. Bon, voilà, je recycle. Donc, on me demande pourquoi je ne privilégie pas l'un par rapport à l'autre, la peinture par rapport à l'écriture, ou l'écriture par rapport à la peinture, ou par rapport à... non, parce qu'en fait, c'est une sorte de trépied à laquelle va s'ajouter la photographie, j'espère bientôt. Ça fera 4 pieds. Hein. Bon, les 4 pieds se nourrissent les uns par rapport aux autres. Vous pouvez rajouter le jardin aussi, là, parce que dans ma nouvelle maison, là, je jardine, enfin, comme j'ai toujours jardiné, le jardin, c'est une forme artistique aussi. Est-ce qu'il y a de l'écrit là-dedans? Il y en aura, j'espère bien, oui. J'espère bien, parce que c'est très important d'écrire sur le jardin. Il y a plein de bouquins qui sortent sur le jardin. Et les gens qui réfléchissent leur jardin, ils en font quelque chose d'écrit à un moment ou à un autre de leur vie. Voilà. Alors... peut-on encore écrire le monde sans parler de soi? Alors, là, je vais faire une autre vidéo sur ce sujet. Peut-on encore écrire le monde sans parler de soi? J'y reviens.